continuer du coup sur la partie diététique en lien avec la maladie rénale et l'idiopathique. Donc on verra les objectifs, les principes généraux de la prise en soins diététique pour l'insuffisance rénale de stade 1 à 4 et pour la maladie l'idiopathique. Je vous présenterai donc la pratique et une conclusion. Donc la prise en soin sur le plan diététique, on sait, enfin on n'a plus de doute maintenant sur le fait qu'on a un lien direct entre l'alimentation et la dégradation de la fonction rénale. Donc Cécile l'a dit, je vous le répète, les facteurs de progression sont donc le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le déséquilibre alimentaire, le tabac, la sédentarité, les AINS. Et donc, tous ces facteurs vont altérer, au bout du compte, la fonction physiologique des reins, la fonction d'épuration et la fonction endocrine. La prise en charge à l'hôpital de Villefranche, elle est pluridisciplinaire. Elle va passer par la consultation en néphrologie qui orientera vers donc l'équipe paramédicale. Donc, on va retrouver le patient au centre qui donc sera orienté par le néphrologue, soit pour une maladie lithiasique, et à ce moment-là, il sera pris en charge dans le parcours de protocole de coopération lithiase, c'est-à-dire qu'on a mis en place une délégation de tâches pour la diététicienne qui me permet à la fois de prescrire l'alimentation thérapeutique et à la fois de renouveler les bilans urinaires biologiques. Si le patient donc, présente une IRC, il sera adressé, alors pas de façon systématique, le médecin, s'il le juge nécessaire, orientera le patient pour des consultations diététiques en externe. Et il sera suivi régulièrement par moi qui le prends en charge. Mais il peut aussi être adressé à l'hôpital de jour pour, par exemple, un bilan de pré-transplantation ou auprès de l'infirmier de coordination qui va lui parler des traitements de substitution, de suppléance, voilà, ou la psychologue, etc. L'association va vraiment venir en soutien pour proposer des activités pour sortir le patient de l'hôpital et rencontrer d'autres personnes. Donc les objectifs pour l'insuffisance rénale chronique, avant tout, ça va être le dépistage de la dénutrition et de la mise en place de mesures diététiques de néphroprotection. Pour la maladie lithiasique, ce sera de prévenir les récidives et de corriger les déséquilibres alimentaires. Donc les principes généraux pour l'insuffisance rénale chronique de stade 1 à 4. Donc on sait que la maladie rénale va favoriser l'apparition d'un état de dénutrition protéino-énergétique. La carence d'apport est un facteur principal qui s'aggrave avec la progression de l'insuffisance rénale. L'inflammation chronique et les troubles métaboliques aggravent l'état nutritionnel ainsi que les comorbidités souvent présentes, dont l'âge, le diabète, l'acidose et les maladies vasculaires. Le dépistage de la dénutrition doit être systématique avant toute prise en charge. Il associe les marqueurs biochimiques, l'interrogatoire, donc l'enquête alimentaire, et l'évaluation de la composition corporelle. Donc en cas de dénutrition, une complémentation nutritionnelle orale est efficace si elle est comprise et bien menée. Quel marqueur biochimique vous préconisez du coup? La préalbumine? L'albumine, la préalbumine, essentiellement pour le bilan diététique, c'est ce que. Ensuite, on va avoir le poids, on va avoir d'autres critères. Donc, par exemple, je vous ai remis les recommandations de l'HAS 2021 pour le diagnostic de la dénutrition.
Donc, un critère phénotypique est important, soit une perte de poids, d'où l'intérêt vraiment de peser les patients systématiquement, soit un IMC inférieur à 22 ou une sarcopénie confirmée. On aura également un critère étiologique puisque nos patients présentent une maladie chronique. Le diagnostic donc, de la sévérité de cette dénutrition sera donc validé par soit un IMC inférieur à 20 ou par exemple une albuminémie inférieure à 30. Si on a une dénutrition, on va utiliser des outils donc, que vous connaissez bien, qui sont les compléments nutritionnels oraux. On en a beaucoup sur le marché. Tout l'intérêt, c'est de voir quels critères est important, qu'est-ce qu'on veut augmenter chez le patient, est-ce que c'est les apports en protéines plutôt, ou plutôt les apports énergétiques. Et en fonction de ce qu'on veut corriger, on va supplémenter par une boisson hyper énergétique, hyper calorique. Les recommandations Kadoki 2020 préconisent une alimentation pauvre en protéines de 0,6 à 0,8 grammes par kilo et par jour pour tous les patients qui présentent une MRC avancée. Les Cadico 2024 suggèrent un apport protéique à 0,8 par kilo et par jour pour la majorité des patients atteints de MRC, en réservant les régimes les plus restrictifs à des situations spécifiques. Un régime hypoprotidique associé à une supplémentation en cétoanalogue va être protecteur vis-à-vis de la fonction rénale par la réduction des déchets, moins d'acidose, moins de production d'urine. Alors, quelles sont les recommandations nutritionnelles en fonction des stades d'IRC? Pour un patient de stade 1, 2 ou 3A, l'apport protidique est normoprotidique, c'est-à-dire 0,8 g par kilo et par jour. À partir du stade 3B à 5, on va réduire les apports en protéines à 0,55, 0,6 g par kilo et par jour, jusqu'à 0,3, 0,4 g par kilo et par jour, où là, on va supplémenter en cétoanalogue. En revanche, un patient qui est dialysé, on va réaugmenter les apports en protéines à 1,2 parce qu'il va avoir une perte protéique à chaque séance de dialyse. Et ce sont des patients également qui sont vraiment à haut risque de dénutrition. On peut faire une pause sur ce slide. En gros, on réserve les régimes hypoprotidiques stricts 0,3, 0,4 aux patients qui sont rapidement évolutifs, pour lesquels ils ont l'IEC, ils ont l'inhibiteur de la SGLT2, ils boivent, enfin, on a tout contrôlé. Soit à la prise en charge d'emblée, ils arrivent avec tout ça, soit en fait rapidement, ils progressent malgré tout. On leur dit, de toute façon, on leur parle de l'alimentation, mais ils sont plus ou moins motivés. Et nous, on va plus ou moins insister sur une alimentation hypoprotidique stricte si on voit que ça va beurrer. On va le faire également pour retarder la dialyse, encore une fois, aux patients qui sont très motivés, parce que je pense que tu vas le redire, Patricia, c'est quand même pas simple à mettre en place. Ça veut dire tirer un trait sur un certain nombre de choses, ça veut dire peser, ça veut dire compenser par d'autres choses pour ne pas se dénutrir non plus. Enfin, c'est quand même pas simple, ça impacte les autres membres de la famille, ça a quand même un certain nombre de contraintes. Donc bref, les patients qui sont très motivés pour retarder quand même la mise en dialyse, parce que on sait que il y a une étude il n'y a pas longtemps qui est sortie en situation de régime hypoprotidique strict avec des patients qui suivent bien le régime, ça retarde. Pareil pour la greffe, et notamment s'il y a par exemple un patient qui a un donneur vivant. Donc, on sait qu'il a un donneur, on sait que c'est compatible, donc on sait que le délai de greffe va être de 6 mois à 1 an. Pour éviter la dialyse, on peut être amené à leur proposer ces régimes hypoprotidiques stricts. Et l'autre chose que je veux que tu me dises, Patricia, c'est sur quel poids tu te bases
C'est pas sur le poids forcément réel, c'est sur le poids. Le poids ajusté. Effectivement, un patient qui va avoir un IMC supérieur à 25, bon, si vous la voulez, je vous l'enverrai, on a une formule, un tableau qui calcule les besoins du patient en fonction de son poids ajusté. Voilà. C'est vrai qu'un patient obèse, on va vite évaluer les besoins en protéines. Et là, vous disiez, vous parliez des patients qui étaient dénutris, à qui vous donniez des compléments hyperprotéinés, mais du coup, on ne va pas augmenter C'est une contre-indication. Enfin, le régime hypoprote. La dénutrition, Tout à c'est fait. une contre-indication au régime hypoprote. Voilà. C'est vraiment ok. la première des choses, c'est D'accord. diagnostiquer la dénutrition. S'il y a une dénutrition, on ne l'a pas. D'accord, Clairement, ok. on va D'accord. laisser le patient, on va Ok, réaugmenter ça les marche. Là-dessus, protéines. j'étais un peu dans Ouais. l'ordre à comprendre. Ok, Je d'accord. vais peut-être aller un peu vite. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important de faire les choses par étapes. Et si, alors nous, c'est vrai qu'on a une prescription de toute façon médicale, hein, donc clairement, s'il y a des risques ou quoi que ce soit, le patient, on n'en parle même pas. En oncologie, on ne fait pas pareil. Voilà. L'insuffisance rénale avec une pathologie tumorale en cours de traitement, on ne les met pas en hypoprote. Non, c'est sûr. Et après, c'est toute une discussion avec le patient. C'est vrai que, là, je vais vite, mais ça prend du temps. Ça prend du temps à expliquer au patient, ça prend du temps à... il faut qu'il soit volontaire, il faut qu'il ait compris, et finalement, c'est lui qui décide. Voilà, les recommandations sont là, mais après, la décision vous revient. C'est ce qu'on dit. Les apports énergétiques totaux, c'est vraiment important de maintenir entre 25 et 30 calories par jour pour justement toujours ces risques de dénutrition qui sont là. Juste un truc pour nos ordonnances. Je ne sais jamais, moi, quand je prescris un complément nutritionnel oral, que je dois préciser sur l'ordonnance pour pharmacien, parce que je ne connais pas trop ni les marques, ni ce qui fait de la réduction. Qu'est-ce que je dois préciser? Est-ce que sur l'ordonnance, je dois dire que le patient est insuffisant rénal par rapport au choix du on va dire que pas forcément, puisque de toute façon, il sera dénutri, donc ce sera une pathologie de dénutrition, quel que soit le patient. Donc précisez peut-être si c'est vraiment un apport en protéines que vous voulez combler, parce que vous avez une enquête alimentaire et que le patient vous dit, moi la viande, le poisson, j'en peux plus. Donc vous allez vraiment chercher un complément nutritionnel riche en protéines. Après, je pourrais vous envoyer des tableaux, hein, si c'est important pour vous, il n'y a pas de problème, vous nous faites un mail. Soit c'est vraiment l'apport énergétique, parce que voilà, il a perdu du poids, que vous voyez bien qu'il a peur du gras, peur du sucre, et qu'il a pu supprimer. Et à ce moment-là, on va aller chercher un complément riche en énergie. Voilà, ça dépend de ce qu'on cherche à corriger chez le patient. Mais globalement, si vous donnez un complément nutritionnel et que, entre parenthèses, vous mettez 400 calories, 20 grammes de protéines, ça oriente vraiment le pharmacien vers un complément qui sera adapté. Les compléments alimentaires HPHC, de manière générale, voilà. Si vous voulez vous baser sur quelque chose d'assez simple, HPHC, ça donnera après une indication. On vous enverra un tableau. Ça sera plus simple. Mais moi, quand même, il y a un truc que je ne comprends pas, qui est contre-intuitif pour moi, et c'est vraiment ça que je ne comprends pas, c'est comment donner un complément alimentaire HPHC chez quelqu'un qui va en parallèle avoir une restriction protéique. On oublie vraiment l'hypoprote. Quand on a un patient dénutri, on pense à la dénutrition, donc on va réaugmenter les apports en protéines et en calories. Là, on ne parle plus de patients IRC. Voilà, parce qu'il n'y a pas de dénutrition qu'on leur donne. C'est vraiment s'il n'y a pas de dénutrition.
Donc si on a dosé, s'il n'y a pas de perte de poids, si on a dosé l'albumine, si voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser. C'est bon pour le... Et en fait, on a des profils patients un peu quand même un peu caractéristiques, pour ne pas dire clichés quand même. On a effectivement, il y a le bien portant, qui vient avec le diabète imparfait, avec la tension confortable, avec la goutte, etc. etc. Il y a fort à parier qu'on va être imparfait sur le sel et les protes qu'on va réduire. Et après, il y a tous ceux qui vont être un petit peu entre les deux, où on n'est pas exactement à 0,8. Donc déjà, il y a un premier temps de les ramener à 0,8 en leur disant c'est les recommandations de la population générale. Ça leur fait accepter déjà que la viande midi et soir, c'est pas nécessaire. Et après, si on voit qu'ils sont observants et qu'ils progressent, on peut dire on peut baisser encore les apports de protéines. Ah ouais. Alors, je reviens. Voilà. Donc pour le sel, il faut savoir que les apports sodés inférieurs à 5-6 grammes, c'est vraiment pour la population en général. Donc ils ont vraiment l'impression qu'on les restreint en sel, que les pauvres, ils ne peuvent plus rien manger. Mais en fait, il faut juste leur dire que tout le monde, vous, moi, on doit être finalement à 6 grammes. Donc moi, je dis normaux sodés, pas hyposodés. Voilà. Et puis, donc le potassium et le phosphore, on surveillera les bilans. En fonction des bilans, on donnera des recommandations. Sachant que c'est plutôt pour les insuffisants rénaux, à partir du stade 4, on va avoir vraiment des hypercalémies et des hyperphosphorémies. Alors, voilà. Donc les recommandations nutritionnelles pour la population en général, donc je vous les rappelle. On va donc limiter les sucres simples, les lipides, on va plutôt favoriser les lipides de bonne qualité, donc les graisses végétales, qui représenteront entre 35 et 40% de l'AET, l'apport énergétique total. Ça, c'est vraiment important de leur dire qu'il faut manger du gras, du bon gras, parce que quand on va voir la diététicienne, on se met au régime, et ils sont tout contents de me dire qu'ils ont perdu du poids la fois d'après. Et je leur ai dit, mais ce n'était pas l'objectif. Donc voilà, c'est vraiment important d'insister. Le calcium, on réajuste les apports entre 800 et 1000 mg par jour. Le potassium, on l'a dit, selon la bio, normal ou restreint. Les fibres, très importantes, puisqu'elles vont permettre de lutter contre la constipation, d'éliminer le potassium, donc vraiment 30 grammes par jour. Et puis l'hydratation, selon 1,5 litre. Voilà, donc comme je vous disais, en pratique. Donc on a un patient qui a 73 ans, qui est retraité, qui pratique la randonnée avec son épouse. Son EFG est à 26, donc il a une insuffisance rénale chronique de stade 4. Il a également une hypertension, un diabète de type 2 traité par radio, un syndrome d'apnée du sommeil et une dyslipidémie. Son poids est à 77 kg, un IMC à 25. Donc les néphrologues l'adressent en consultation diététique pour mettre en place des mesures de néphroprotection. On est diététicien, donc on travaille sur prescription. La prescription est pour les apports sodés inférieurs à 5 grammes. Les apports protidiques, l'objectif sera, si on peut, d'atteindre 0,4 grammes par kilo et par jour, ce qui représente 30 grammes de protéines, avec un apport énergétique total de 2300 calories. Voilà, donc on commence toujours, après avoir expliqué tout ça, on commence toujours par une enquête alimentaire. Le patient donc consomme 3 repas par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Le petit déjeuner est classique avec du pain, beurre, confiture. Il a mangé une salade lyonnaise avec un morceau de pain, une portion de 150 g de poulet grillé,
200 g de pâte, un fromage blanc, et puis avec son café en milieu d'après-midi, il a pris une tarte au poire. Un potage industriel le soir, avec une tranche de jambon, un morceau de comté et du pain. Donc, je vous ai mis en regard la quantité de protéines contenues par aliment, parce que souvent c'est difficile à évaluer. Et vous voyez que ce patient est à 1,6 g par kilo et par jour, puisqu'on a 120 g de protéines. Alors, on va donc lui proposer une ration alimentaire en lui expliquant donc où se trouvent les protéines et on va donc lui donner une nouvelle structure avec un petit déjeuner qui n'a pas changé, pain, beurre, confiture, une salade dans laquelle on a enlevé les œufs et les lardons, qu'on voit que c'est vite riche en protéines. On lui a laissé son morceau de pain. On a réduit la portion de poulet à 100 g pour du coup réduire les apports protidiques. On a laissé les pâtes, on a remplacé le fromage blanc par un yaourt, la tarte aux poires par un fruit. On lui a proposé de passer sur un potage maison plutôt qu'industriel, de remplacer la tranche de jambon par des pommes de terre sautées, de réduire un petit peu sa portion de comté, et on voit qu'on arrive à 0,8 g par kilo et par jour, donc avec un total de 70 g de protéines. À ce moment-là, on va proposer au patient de poursuivre pour atteindre les objectifs. Soit il est d'accord et on y va, soit il n'est pas d'accord et on en reste là. C'est vraiment lui qui décide. Et pour le coup, ce patient, tout de suite, a souhaité poursuivre. Et donc, on arrive à un objectif de 30 g de protéines par jour. On ne change pas le petit déjeuner, on lui laisse son pain beurre confiture, sa salade le midi. On passe sur un pain hypoprotidique plutôt qu'un pain classique. Le poulet est remplacé par un curry de légumes. On augmente légèrement la portion de pâte. Le yaourt au lait de vache est remplacé par un yaourt végétal. On lui laisse le fruit et le dîner n'est pas changé à part le pain hypoprotidique. On arrive à 0,4 g par kilo et par jour. C'est quoi du pain hypoprotidique? Alors, le pain hypoprotidique, c'est alors, vous avez plusieurs sortes de pain. En général, le laboratoire Vector Char propose soit un pain sans gluten, et là, on a une réduction des protéines, soit un pain de la gamme Flavis. Donc, c'est toute une gamme qui est spécialisée pour les patients atteints de maladies rénales. Actuellement, vous ne trouvez pas ce pain facilement puisqu'il est vendu uniquement en pharmacie. et toute la difficulté, c'est en effet de trouver ces produits. Ici, ils font le pain avec une farine spéciale. Ça va être très dur, déjà, pour faire du pain avec une farine pauvre en protéines. Et en plus, les patients, déjà, là, bon, si on leur dit ça, là, on les fait. Même pas le temps. Voilà. Mais bon, par la suite, on vous parlera de ces aliments hypoprotidiques, puisqu'il y a une étude en cours et qui va bientôt se terminer, on vous en parle. Dans les yaourts végétaux, en termes d'apports calciques, etc., on est kiff-kiff avec les... On est kiff-kiff, ouais. Tout à fait. On a du calcium dans ces yaourts. Voilà. Et ceux-là, on les trouve facilement en oui, ils sont très bons. Tu trouves du calcium ailleurs pour les produits? Non, mais bien sûr, mais comme on... Voilà, pour avoir l'équivalent. Est-ce que c'est plus intéressant de changer le yaourt qu'autre chose, par exemple, si ça veut changer les apports?
qui va être vendu. Ah oui. Je ne vous ai pas parlé du sel, mais en effet, on a une réduction sodée lorsqu'on enlève la tranche de jambon qui est équivalent à 1 gramme. On enlève une tranche de jambon. Ils mangent du jambon, ils ont l'impression de manger du régime, mais effectivement, c'est salé, c'est de la charcuterie. Et on peut retrouver jusqu'à 3 grammes dans le potage industriel. Donc, très, très facilement, on va réduire les apports en sel. Voilà. Et là, typiquement, c'est un patient qui va me dire, moi, je ne sale pas, je ne mange pas salé. Parce qu'il n'aura pas pris conscience que le sel est vraiment caché dans le aliment. Alors, du coup, ne pas oublier, quand on est vraiment à 0,4, une supplémentation en cétoanalol. Donc là, c'est allô, néphrologue, est-ce que peut prescrire le kétostérile qui sera des acides aminés pour justement lutter contre la dénutrition. La surveillance des marqueurs biologiques. Le bilan urinaire est très important puisqu'il va nous permettre d'évaluer les apports en protéines et en sel. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec le patient pour qu'il comprenne comment on fait. La prise en charge nutritionnelle par une diététicienne formée et la journée free qui est très importante puisqu'on leur propose de manger ce qu'ils veulent une fois dans la semaine pour les repas en famille, les repas avec les copains, les repas au restaurant, enfin ça, aucun problème et c'est vraiment important. Mais il faut même insister parce que souvent ils ne veulent pas la prendre cette journée. Donc elles ont peur que... Voilà, petite slide sur les idées reçues, puisque effectivement l'absorption du potassium, lorsque c'est un aliment d'origine végétale, est moins absorbé que lorsque on va avoir des additifs dans les produits ultra transformés. Donc voilà, moi je leur laisse leur banane, leur chocolat et je les sensibilise plutôt sur les aliments ultra transformés qui sont extrêmement riches en additifs, phosphate et potassium. Donc l'essentiel dans l'IRC, c'est vraiment les 5 priorités, c'est réduire les protéines et le sel, maintenir une bonne hydratation, une alimentation adaptée et variée, et l'activité physique. Romain vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Voilà pour... alors, je l'ai dit, hein, mais effectivement, c'est un petit peu ce qui se passe à l'hôpital. Et je ne sais pas si vous avez des patients qui nous en parlent, qui sont suivis chez nous. Tu avais le nombre de patients qui étaient sous kétostérile, restriction protéique. Oui. Oui, on en a, je dirais, une bonne quinzaine. Voilà. Et quel que soit l'âge. Hein. C'est vrai que souvent, l'âge, c'est même pas forcément un critère. Ils peuvent avoir 80 ans, voilà, avoir une alimentation hypoprotéique et être voilà, volontaire et pas délicat. Pour la maladie lithiasique, donc le rappel objectif, ça va vraiment être de prévenir la récidive et de corriger les déséquilibres alimentaires. Donc, le Dr Thomas vous en a parlé, la lithiase urinaire est une infection fréquente et récidivante. 10% de la population, ce qui a triplé en 40 ans, en lien avec une alimentation moderne actuelle. Les calculs d'acide urique et d'oxalate de calcium oxalodépendants sont les plus fréquents. Petit mémotechnique, les facteurs prolitogènes, les 4C, chocolat, curcuma, vitamine C, collagène, sont oxaloformateurs. Et on a maintenant beaucoup de patients qui arrivent avec des gélules de curcuma parce que c'est un aliment anti-inflammatoire, un aliment santé, un aliment. Le collagène, alors en ce moment, c'est aussi. Voilà. Donc, interrogez vos patients par rapport à ça.
Les facteurs prolitogènes, donc on l'a dit, les excès alimentaires, que ce soit protéines, sel, lipides, fructose, le manque de boissons, c'est évident, la mauvaise répartition alimentaire. Il y a des patients qui font des énormes repas le soir, et qui mangent quasiment pas à midi, ça c'est pas très bien. Les facteurs protecteurs, donc une hydratation supérieure à 2,5 litres, bien répartie sur la journée, ça on insiste beaucoup. Boire le matin quand vous vous levez, boire le soir avant de vous coucher, c'est important qu'elle soit, pour diluer les urines, qu'elle soit vraiment répartie. On cible une durée supérieure à 2 litres sur 24 heures. Une alimentation variée, calibrée en calcium, en sel, en protéines et riche en citrate. Donc on ne supprime rien, on va juste essayer de revenir aux recommandations nutritionnelles. Adapter donc les recommandations selon le type de calcul. Pour les oxalates, on ne va pas supprimer le chocolat ou les épinards ou les amandes. On va juste essayer de réajuster les apports en calcium le calcium va chélater les oxalates et qui va permettre l'élimination. Pour l'acide urique, une alimentation alcalinisante, limiter les avals, les charcuteries, les excès en protéines. Alors, je vous propose le cas de Madame C, 62 ans, qui présente une maladie lithiasique. Son poids est stable, 60 kg, elle a l'ostéoporose. Réalisation d'une utéroscopie souple pour un calcul de 6 mm. L'analyse du calcul montre qu'il est composé à 80% d'oxalate de calcium oxalo-dépendant. Donc une évaluation nutritionnelle est demandée par la néphrologue. On démarre toujours par l'enquête alimentaire. Chez cette patiente, elle consomme une portion de protéines à midi et une demi-portion de viande, de poisson ou d'œuf. Pas d'excès de sel, un bon apport en végétaux, une hydratation sous forme d'1 litre de Monroucou, qui est une eau très déminéralisée. Elle prend des compléments de vitamine C pour donner un petit coup de fouet et elle consomme un seul produit laitier dans la journée, ce qui fait un apport de 350 mg de calcium par jour. Donc, vous voyez, c'est très peu pour aller jusqu'à 900. La ration alimentaire, on va lui proposer une portion de viande ou de poisson par jour. On ne change rien pour le sel et les végétaux. On va doubler l'hydratation en lui proposant soit de l'eau du robinet, soit une cristalline qui va être une eau normocalcique. On supprime la vitamine C. Et puis pour les produits laitiers, on va lui proposer, en plus de sa portion de fromage, un chocolat chaud par exemple à 16h et un yaourt le soir. On voit qu'on arrive tout de suite à 900 mg par jour, soit les recommandations. Et du coup, par rapport à la vitamine pas de fruits dans ces cas-là. Alors c'est vraiment, alors je ne connais plus la dose néphrotoxique, c'est 1 gramme par jour. Donc tout ce qui est fruits, légumes, il n'y aura aucun problème. C'est vraiment quand elle consomme des compléments alimentaires en voulant se donner un coup de fouet, et là, c'est 1 gramme. Après, des fois, dans les compléments achetés en vente libre en pharmacie, les polyvitamines, les patients se font un petit cocktail vitamine C, vitamine D. Ils ne savent plus pourquoi ils prennent tout ça et ça peut vite, ça se métabolise en oxalate. Et ça, plus je bois pas assez. C'est ça. Ils arrivent avec des missions comme le bras de compléments alimentaires parce qu'ils ont aussi, ils ont ça, alors le collagène en ce moment. C'est impressionnant. Voilà. Donc, voilà pour le calcium. Donc, je vous ai mis 3 parts de calcium par jour. Chaque part va contenir 200 mg de calcium. Et après, on a des fiches pour laisser un petit peu le choix aux patients. Par exemple, 40 g de camembert va contenir 200 mg de calcium.
On peut augmenter une eau riche en calcium comme la Courmayeur, qui fera un apport intéressant également en calcium. Ou alors, si le patient ne veut pas consommer de produits laitiers parce que c'est trop inflammatoire, on ne va pas se battre, on va lui donner du cachet, des cachets de calcium. Et on va pas, enfin, des fois, il faut savoir. Après, il nous est arrivé aussi une mère de famille célibataire qui n'avait pas trop payé les produits laitiers pour tout le monde. Donc, on a donné les yaourts au gamin, et elle ne mangeait pas les yaourts. Ouais, Donc, elle ouais. aussi, on a donné du calcium. Ouais, c'est ça. Il faut, voilà, c'est un demi-comprimé, c'est l'équivalent d'une portion de camembert. Par contre, désolé, on peut rappeler l'oxalate de calcium, parce que moi je crois que c'était un excès de calcium justement qui était à l'origine du truc. Enfin, je ne vais pas bien raisonner. Ouais, en fait, non. En fait, dans le tube digestif, le calcium se lie à l'oxalate, ce qui empêche l'absorption, ce qui fait que l'oxalate est éliminé dans les selles et ne se retrouve pas dans les urines. Quand on a une alimentation qui est insuffisante en calcium, mais normale en oxalate, avec un peu d'épinards, un peu d'amandes, un peu de normal en oxalate, quoi, et ben l'oxalate est absorbé parce que non chélaté par le calcium, se retrouve dans le sang, filtré par les reins, et donc se retrouve dans les urines. Donc hyperoxalurie, insuffisance de boisson, cristaux, calcul. Mais donc ça veut dire que c'est quotidien. Ça peut être un déséquilibre Prolongé en tout cas. Ouais. Les hyperoxaluries induites uniquement par un excès alimentaire d'oxalate, il faut y aller. Il faut manger de la vitamine C, il faut se bouffer la tablette de chocolat, il faut être épinard matin, midi, soir. Franchement, personne ne le fait. Parce que moi, personne ne le fait. Donc ça va vraiment être les alimentations pauvres en calcium. Et après, certaines maladies métaboliques, on n'en parle pas là. Certaines maladies génétiques, j'ai parlé de l'hyperoxalurie primaire, où il y a des excès de production endogène d'oxalate, c'est une autre catégorie. Là, on parle de la lithiase diététique la plus fréquente. Et les montages chirurgicaux, les grêles courts, parce que c'est même topo. Il y a une céatorée, les selles biliaires se lient au calcium et l'oxalate se balade tout seul, du coup est absorbé et il y a une hyperoxalurie secondaire. Mais c'est pas du tout. C'est pas un excès. Alors on peut avoir des lithiases oxalocalciques, mais à ce moment-là plutôt calcium dépendant quand il y a une hypercalciurie parce qu'on mange 2 grammes de calcium par jour, plus on se prend nos petits compléments en vitamine D, du coup on a 200 de vitamine D, et là on a une hyperabsorption et une hypercalciurie. La nature du calcul ne sera pas la même. Tout ce que je disais tout à l'heure, récupérer le calcul. Donc voilà, c'est beaucoup plus rare les lithiases par excès d'alimentation, enfin de calcium dans l'alimentation que par insuffisance. Et qu'est-ce que je voulais dire? L'autre élément qui est important aussi dans maintenir une alimentation calcique et importante, quand on fait des calculs calciques, par exemple, on a une hypercalciurie parce qu'on a une tubulopathie ou parce qu'on a une maladie qui fait qu'on a une hypercalciurie. Le discours des urologues avant était arrêtez de manger du calcium. Donc les gens arrêtaient de manger du calcium, le temps passait, ils faisaient toujours des calculs et en fait ils avaient une ostéoporose et rien n'était réglé. Et du coup, le but d'avoir une alimentation normocalcique, c'est compenser la perte rénale de calcium et prévenir la complication osseuse. Donc normocalcique. C'est très fréquent d'avoir des patients qui ne consomment plus du tout de laitier. C'est extrêmement fréquent. Alors voilà, il y a tout un tas de rumeurs sur les produits laitiers, donc du coup, on galère un peu. Voilà, donc chez les patients, pour conclure, MRC avancés, motivés et bien accompagnés, les régimes hypoprotidiques semblent retarder significativement la dialyse et réduisent l'apparition des complications. On va encourager donc la consommation de protéines végétales pour les fibres moins acidifiantes et moins riches en phosphore disponible. On va limiter le sel à 5 grammes par jour, les apports énergétiques, bien les maintenir entre 25 et 35 calories par jour pour prévenir la dénutrition, toujours pareil. Et puis le potassium, le phosphore, pas de restriction comme ça, si tout dépendra de la bio. Une prise en charge personnalisée, importante du suivi par un diététicien
diététiciennes formées en néphrologie. En tout cas, la collaboration néphro, médecin généraliste, diététicien, diététicienne est vraiment le succès pour nos patients, une prise en charge de qualité. Voilà, donc pour finir, si vous avez besoin de fiches techniques, enfin de petites fiches diététiques, là je vous ai mis, voilà, c'est l'application Rimbaud qui permet aux patients de rentrer tout simplement son aliment et on va lui donner directement par la portion l'apport en protéines, l'apport en sel, l'apport. Voilà, puis tout est. La Sequal aussi, c'est une table de composition des aliments où vous allez taper quel que soit l'aliment et vous allez avoir toute la description des valeurs nutritionnelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je laisse